J'ai choisi ce sous-titre, le dialogue entre l'océan et l'atmosphère, parce qu'en fait, ce dont je vais vous parler, c'est des échanges qu'il y a entre l'atmosphère et l'océan. L'atmosphère et l'océan s'échangent de l'énergie et s'échangent de la matière. Et ça, ces échanges ont varié tout au long des temps géologiques. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc, je vais vous présenter le contexte géologique de ma conférence. Je vais vous parler des cycles glaciaires et interglaciaires et des cycles millénaires du climat. Donc, tout ça commence il y a 4,5 milliards d'années avec la création du système solaire et de la planète Terre. Et là, vous avez sur cette image le plus vieux minéral daté de la Terre, c'est un zircon. Donc, le zircon est un minéral extrêmement résistant, très dur, et il a été daté à 4,4 milliards d'années. Il vient d'Australie. Et si on mesure l'oxygène 18, donc l'oxygène 18 est un isotope de l'oxygène, qui normalement a comme numéro atomique 16, donc l'oxygène 18, c'est-à-dire qu'il a 2 neutrons de plus que l'oxygène, que l'autre isotope de l'oxygène. Et on voit que, donc, vous avez ici, autour de 6, les valeurs qui sont les valeurs normales du zircon qui se forment dans le manteau de la Terre. Et on a observé, il y a 4 millions d'années, des zircons qui avaient des valeurs plus proches de 0 en delta O18. Et ça signifie que ces zircons, ils ont subi des transformations en présence d'eau. Et donc ça prouve qu'à cette époque-là, il y avait de l'eau liquide sur la Terre. Donc en fait, l'histoire de l'eau liquide et de l'océan se confond avec l'histoire de la Terre. Elle est probablement aussi vieille que la Terre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves réelles de l'existence de ces océans parce qu'à cette époque, le volcanisme et la tectonique étaient très actifs. Les océans probablement se formaient et se déformaient, ils étaient recouverts par des chaînes de montagnes. Et donc tout ça est allé très vite pendant tous ces premiers 4 milliards d'années d'histoire de la Terre. Et les premiers restes de ce qu'on appelle la croûte océanique, c'est-à-dire le fond des océans, ils datent, eux, seulement de 250 millions d'années. Donc, et on les trouve de 340 millions d'années, c'est-à-dire hors de cette période qu'on appelle le précambrien, et on les trouve au fond de la Méditerranée. Donc l'Atlantique, lui, est beaucoup plus jeune, il a 250 millions d'années. Donc, mais que se passe-t-il pendant toute cette phase? Pendant toute cette phase, eh bien, il va y avoir des échanges entre cet océan qui n'existe plus et l'atmosphère, et notamment des échanges avec l'arrivée de la vie. Donc la vie, elle vient de l'archéen, mais elle se développe beaucoup au protérozoïque et surtout au protérozoïque, c'est-à-dire il y a 2,5 milliards d'années, on va voir les premiers organismes qui font de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils transforment le CO2, le dioxyde de carbone, en oxygène. Et à partir de là, l'atmosphère terrestre va commencer à s'enrichir en oxygène, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des êtres vivants qui respirent et qui vont pouvoir utiliser cet oxygène pour vivre et qui vont pouvoir aussi se nourrir en fait des producteurs de l'oxygène qui sont aussi des producteurs de la matière organique. Ce sont à l'époque, comme vous l'avez sur cette image, des algues. Ici, ça, ce sont des colonies de micro-algues qui forment ces cratères, ces amas de carbonate qu'on voit sur la figure. Donc voilà, tout ça, ça s'est passé donc jusqu'à 500 millions d'années. Et ce qui va se passer donc aussi, c'est que, en même temps, ce volcanisme très actif libère énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère à cette époque est très riche en gaz carbonique. Et dans le même temps, donc, comme je vous l'ai expliqué, les continents donc, vont se séparer, vont s'ouvrir. On voit ici l'ouverture donc, au Crétacé de l'océan Atlantique. Et de toute cette mer intérieure. Et dans toutes ces mers intérieures, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir le fait d'avoir ces mers qui s'ouvrent, on va avoir énormément de formations de calcaire, de roches carbonatées. Le calcaire, donc, c'est une roche qui contient du carbonate de calcium. Et ces carbonates de calcium, on peut les voir, par exemple, sous forme de craie. Ah, non, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc, ces formations, c'est très important au Crétacé. Et le Crétacé, c'est défini
Ça a été défini par Jean-Baptiste Nomalus d'après le mot craie, parce que c'est à cette époque que se déposent les craies du bassin de Paris, du bassin géologique de Paris, qu'on voit ici, toute cette couleur, on voit peut-être pas très bien, on voit mieux les couleurs sur votre écran que sur le mien. Donc tout ce jaune un peu verdâtre représente le Crétacé. Et ce sont donc d'énormes dépôts de carbonate de calcium, de la craie, c'est des organismes, des micro-organismes très fins, des micro-algues calcaires qui vont s'accumuler pendant le Crétacé. Voilà un exemple. Donc on connaît bien les falaises d'Étretat, alors je vous ai montré celles de Douvres, qui sont elles aussi composées de craie. Et il y a d'autres calcaires qui se déposent à cette même époque, par exemple, comme ici, ça c'est le massif de la Chartreuse, dans les Alpilles, et ce sont des dépôts d'un étage qu'on appelle l'Urgonien, qui a été défini d'ailleurs par Alcide d'Orbigny, qui était un chercheur du Muséum d'histoire naturelle, qui travaillait ici. Et donc ces grandes barres de calcaire urgonien se déposent aussi à cette époque. En fait, ce qui se passe, souvent ces calcaires sont associés à des récifs de corail, et on voit ici sur cette carte l'extension des récifs de corail. Vous voyez qu'il y avait des récifs de corail jusque dans le nord de la France, jusqu'ici dans le sud du Pérou, hein, qui se développaient à cette époque. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, le carbonate de calcium a absorbé petit à petit, ça a permis de fixer tout le gaz carbonique qu'il y avait dans l'atmosphère. Tout non, on en fixait une bonne partie. Donc, depuis le Crétacé, ce qu'on observe, c'est une diminution de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. On peut le voir par exemple sur cette courbe qui est extraite du rapport du GIEC, où on a donc depuis 50 millions d'années cette diminution de la pression de CO2 dans l'atmosphère. Et je vais vous expliquer comment on peut arriver à de tels résultats. En fait, vous voyez ici, on a plusieurs marqueurs de ce CO2. Je vais commencer par vous parler de la nacolite. La nacolite, c'est un carbonate de sodium, et ce carbonate de sodium ne peut précipiter que s'il y a plus de 1125 ppm de CO2. Donc il faut des pressions de CO2 très fortes pour que cette nacolite se forme. Et si on date pour savoir à quelle époque se sont formés des nacolites, à ce moment-là, on voit qu'on est ici à 50 millions d'années. Il y a 50 millions d'années, des nacolites se formaient, ça veut dire que le niveau de CO2 à cette époque-là était extrêmement élevé. D'autres marqueurs, ce sont les stomates, la densité des stomates. Donc les stomates, ce sont les orifices par lesquels les plantes peuvent respirer, qui se situent à la surface des feuilles. Et plus on a de CO2 et moins on a de stomates, parce que la plante a moins besoin de stomates s'il y a davantage de CO2. Donc la densité des stomates sur les plantes, sur les feuilles fossiles, elle est proportionnelle à la quantité de CO2. Un autre marqueur, c'est le bore, et notamment les isotopes du bore. Donc voilà, ici vous avez l'isotope numéro 11 du bore, il a 5 protons, 6 neutrons et 5 électrons. Et on a un autre isotope du bore, qui est le bore 10, qui lui a 5 protons et 5 neutrons. Et la proportion entre ces deux isotopes, le bore va précipiter en même temps que le carbonate dans l'eau de mer. Et la proportion entre l'un et l'autre des isotopes du bore dépend du pH de l'océan. Et le pH de l'océan, lui, va régler la proportion de CO2 qu'on a dans l'eau. Donc, indirectement, le bore est un marqueur des anciennes pressions de CO2 dans l'eau de mer, des quantités de CO2 dissous dans l'eau de mer. D'autres marqueurs isotopiques, c'est le carbone 13, donc ça c'est l'isotope 13 du carbone. Cet isotope 13 du carbone, en fait, il est fixé par les plantes. Les plantes, quand elles font leur photosynthèse, elles captent le CO2, mais elles préfèrent le CO2, elles préfèrent le carbone 12 au carbone 13. Et donc, elles captent beaucoup plus proportionnellement de carbone 12 que de carbone 13. Et donc, elles sont appauvries en carbone 13. Plus la pression de CO2 est forte, et plus elles vont choisir le carbone 12, et donc plus la plante va se retrouver appauvrie en carbone 13. Et donc ainsi, avec les isotopes du carbone, on peut estimer la quantité de CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère à cette époque. Alors pour ça, on a utilisé des bryophytes, qui sont des espèces de mousses, et des paléosols. Donc les paléosols, ce sont des sols, des couches d'humus qui sont enterrées, que vous voyez ici là, sur cette photo. Ce sont des couches d'humus qui sont enterrées
qui se retrouvent enterrés par des sédiments, et donc on peut étudier et dater. Et également, on peut utiliser le phytoplancton. Alors ici, vous avez un exemple, ce sont des coccolithophoridés. Et ces coccolithophoridés, on peut utiliser soit leur carapace, qui est carbonatée, et mesurer le carbone 13 de ces carapaces, soit utiliser la matière organique qu'elles produisent, et notamment, elles produisent une molécule qui s'appelle les alcénones. Et donc, on peut mesurer le carbone 13 de ces alcénones pour reconstituer quelle était la quantité de CO2 qu'il y avait dans l'eau de mer à cette époque. Donc, et voici, on arrive donc comme ça à retracer cette courbe, donc, où on voit la diminution depuis 50 millions d'années de ces quantités de CO2 qu'on a dans l'atmosphère. Vous voyez que cette diminution est moins marquée dans les 20 derniers millions d'années et qu'on se trouve ici, donc dans la période du dernier million d'années, on se retrouve avec des quantités relativement basses. Ces deux traits horizontaux, donc ce trait horizontal, le trait du bas, représente la quantité de CO2 avant la période de l'augmentation anthropique, c'est-à-dire la période qu'on appelle pré-industrielle, en 1870, et ici, le trait du haut représente la quantité de CO2 dans l'atmosphère actuelle. Enfin, ça date de 2013, aujourd'hui on est à 400 ppm, donc un peu plus de 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on va s'intéresser à cette époque du dernier million d'années, donc il y a une époque où il y a le moins de CO2 dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui va se passer si on a moins de CO2 ? Bien, on va avoir aussi des températures plus basses. Vous avez ici une courbe d'évolution de la température, donc en bas l'échelle d'âge en millions d'années. Et donc vous voyez que depuis 50 millions d'années, en même temps que le CO2 baisse, la température de la Terre, en l'occurrence, baisse également. Et on est ici, donc, on voit que à partir de 32 millions d'années se développe la calotte de l'Antarctique, la calotte de glace de l'Antarctique, et à partir de 6 millions d'années, la calotte de l'hémisphère nord, les calottes de l'hémisphère nord. Donc, on va s'intéresser à cette période, donc, qui est la période glaciaire, pendant laquelle les calottes de glace se sont développées. Alors, on savait, depuis longtemps, on savait qu'il y avait des glaciations, et ça, on le savait à cause des moraines. Donc, les moraines, ce sont ces dépôts qui se trouvent à l'avant des glaciers, comme vous voyez ici. Donc, ce sont des dépôts, des blocs de roches et des cailloux qui sont portés par le glacier, comme on voit dans ce cas-là. Donc, le glacier transporte ces cailloux et les dépose devant quand le glacier s'arrête. Et donc, ça forme un dépôt qu'on appelle une moraine. Et comme on peut observer aujourd'hui des moraines comme celle-ci, ici on a ce qu'on appelle une moraine latérale et ici la moraine frontale, vous voyez, ce sont des dépôts de gravier, et on observe ces moraines, mais il n'y a plus le glacier. Et donc ça, c'est une preuve qu'autrefois, le glacier était beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui, puisque la moraine se retrouve beaucoup plus bas dans la vallée, la moraine fossile, la moraine ancienne, plus bas dans la vallée que la moraine actuelle. Donc on savait qu'il y avait eu des grandes glaciations pendant cette époque qu'on appelle le Quaternaire, donc c'est la période des glaciations. On savait qu'il y a eu beaucoup de glaciations, mais on ne savait pas très bien leur nombre, et surtout on n'avait pas perçu qu'il y avait des cycles glaciaires et interglaciaires. Et ça, ces cycles glaciaires et interglaciaires, on va les comprendre grâce à ce chercheur qui est en fait un pionnier de la paléocéanographie, qui s'appelle Cesare Emiliani. C'est un Américain plutôt, d'origine italienne. Et il a développé un projet qui consistait à étudier les isotopes de l'oxygène 18 dans ces petits animaux qui sont des foraminifères. Les foraminifères, d'ailleurs, ont été classifiés aussi par Alcide d'Orbigny, donc pendant ses travaux au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, Emiliani, lui, il a eu l'idée de regarder les isotopes de l'oxygène dans ces petites carapaces carbonatées. Autrefois, avant d'Orbigny, on pensait que c'était des mollusques, parce que ça ressemble un peu à des escargots, donc on se disait, bon voilà, on les avait classés avec les mollusques. Mais en fait, l'animal qui est à l'intérieur, c'est un animal unicellulaire, donc beaucoup plus simple qu'une limace. Voilà la courbe qu'a réalisée Emiliani, donc avec ses mesures de delta O18 dans les carapaces de foraminifères. On a ici en bas l'échelle de temps, de 0 à 140 000 ans, et on voit qu'on a des fluctuations donc, du delta O18
des carapaces de foraminifères. Alors, Emiliani, quand il a vu ces fluctuations, il a interprété cela comme un effet direct de la température, parce qu'en effet, plus la température est froide et moins il y a de delta O18 dans les carbonates qui se forment. La température a une influence sur le rapport des carbonates. Mais en fait, on s'est aperçu par la suite que la température, c'est pas la température qui a un effet seul et direct. Enfin, c'est pas elle qui a l'effet le plus important sur cette courbe. L'effet le plus important, ce sont les glaces. Parce qu'évidemment, entre les périodes glaciaires et interglaciaires, comme leur nom l'indique, on a de grandes variations des volumes de glace qui se trouvent aux deux pôles. Vous avez ici sur cette carte, donc à gauche, l'hémisphère nord en vue polaire, et ces extensions de glace en blanc, la glace continentale, en gris, la glace de mer, la banquise. Vous avez ici la même chose pour l'Antarctique, et vous voyez qu'effectivement, il y en a beaucoup plus de glace pendant les périodes glaciaires que pendant les périodes actuelles qu'on appelle également interglaciaires. Et donc, que va-t-il se passer? Quel est l'effet de cette glace? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ces glaces qui sont situées au pôle, elles ont des valeurs de delta O18 extrêmement négatives, de l'ordre de moins 40 pour 1000. Donc, quand ces glaces fondent, eh bien, l'océan va devenir plus pauvre en oxygène 18, puisque la glace est très pauvre en oxygène 18. Et donc, quand les glaces fondent, l'océan devient plus pauvre en oxygène 18. Et en fait, ce qui contrôle ces variations de la courbe d'Emiliani, eh c'est la fonte des glaces. Et donc, en fait, on a là une courbe qui représente la fonte des glaces. Et alors ça, c'est quelque chose de très pratique parce que ça veut dire que c'est une courbe qui est applicable partout dans le monde. Et partout dans le monde, on peut mesurer le delta O18 alors j'ai oublié de vous dire, évidemment, ça s'est fait dans des carottes, parce que ça aussi, ça a été un gros apport de la paléo-océanographie, et qu'on a pu étudier des carottes de sédiments, et dans les carottes de sédiments, l'histoire est beaucoup mieux préservée que dans des moraines, par exemple, ou dans des dépôts quaternaires qui sont souvent assez fins. Donc, c'est dans ces carottes de sédiments que Emiliani a étudié les foraminifères. Et donc, on peut étudier beaucoup de ces carottes, et toutes vont montrer la même courbe de delta O18, et donc il y a eu plein de paléocéanographes, comme Nicolas Shackleton, qui est anglais, comme les Français Jean-Claude Duplessis ou Laurent Labeyrie, ont fait ces courbes de delta O18 dans toutes les carottes de l'océan, et on arrive à un enregistrement. Donc là, vous avez en bas l'échelle de temps, de 0 à 500 000, et de 0 à 900 000 ans, et on voit donc tout ce qu'on appelle les stades isotopiques, 1, 2, 3, 4, 5, qui permettent de recaler à chaque fois les carottes entre elles et de raconter l'histoire de ces glaciations jusqu'à 900 000 ans. Si on compare cette courbe, cette mesure du delta O18 permet de reconstituer le niveau des mers, et si on regarde donc une courbe de reconstitution du niveau des mers qu'on a ici en bleu, on voit donc l'effet des glaciations et des glaciations qui vont faire varier le niveau des mers. Et on remarque évidemment que ici on a une courbe de la température de surface du Pacifique tropical qui est reconstituée à partir des assemblages de foraminifères, parce qu'on a des foraminifères différents suivant que l'océan est plus chaud ou plus froid, et on peut constater qu'effectivement, on a des températures qui sont plus chaudes pendant les phases interglaciaires, des températures plus froides pendant les phases glaciaires. Donc on a une cyclicité, et cette cyclicité, on va la retrouver également dans les carottes de glace. Donc on fait également des carottes dans les glaces, notamment les glaciologues français comme Claude Lorius, comme Jean Jouzel, ont étudié ces carottes de glace qui ont été faites, elles sont faites en Antarctique ou au Groenland, ou même dans les glaciers tropicaux. Et voilà les résultats d'une des plus belles carottes de glace, c'est celle de la carotte de Vostok, donc, qui a été étudiée par Jean Jouzel. Et on voit ici, sur cette courbe bleue, les changements de température. Alors ça, ces changements de température, ils sont déduits, eux, du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, et de la température de formation de la neige
le rapport isotopique du deutérium dépend de la température de formation de la neige. Donc, avec cette courbe de deutérium, on peut reconstituer une courbe de température. En l'occurrence, ce sont des différences de température. Dans l'Antarctique, après, on voit qu'on a ici une mesure du méthane et du dioxyde de carbone dans cette même carotte. Comment fait-on pour mesurer le méthane et le dioxyde de carbone? Eh bien, on étudie les bulles qui sont coincées à l'intérieur de la glace. Parce que la glace, elle est formée en fait par la neige. C'est de la neige qui s'accumule et qui devient de plus en plus lourde. Et en devenant lourde, cette neige se transforme en glace. Et quand elle se transforme en glace, elle piège des petites bulles d'air qui étaient initialement dans la neige, se retrouvent piégées dans la glace. Et donc les chercheurs vont analyser ces bulles d'air pour reconstituer quel était le taux de gaz carbonique ou de méthane qu'il y avait dans l'atmosphère à cette époque. Et on voit que ces deux gaz accompagnent eux aussi les variations de la température. Et finalement, un autre élément qui est étudié, ce sont les poussières. Et ces poussières, en fait, elles indiquent que pendant les périodes glaciaires, la Terre était également, le cycle hydrologique était plus ralenti et il y avait davantage de déserts. Donc, il y a eu une plus grande production de poussière à ces époques et ces poussières étaient transportées davantage dans l'atmosphère parce qu'il y avait moins de pluie, parce que la pluie lave l'atmosphère de ces poussières. Donc, c'est pendant les époques glaciaires, on trouve plus de poussière dans les carottes de glace. Et si on compare donc ces courbes de Vostok, ici en rouge, vert et jaune, avec la courbe de delta O18, c'est-à-dire de variation du niveau de la mer, on voit qu'on a une très bonne correspondance entre des périodes chaudes, donc interglaciaires, dans lesquelles le niveau de la mer est haut, et des périodes froides, glaciaires, dans lesquelles le niveau de CO2 est bas. Et donc ça, en fait, ça montre bien, donc ce que vous voyez sur cette courbe, ce sont les cycles glaciaires interglaciaires, donc ce sont ces grands cycles d'environ 120 millions d'années, 100 à 120 millions d'années qu'on trouve ici. Voilà. Donc ici, on a un interglaciaire ici, un autre interglaciaire ici, un autre interglaciaire ici, un interglaciaire ici. Mais ce qu'on peut voir aussi sur cette courbe, c'est qu'il y a des cycles plus petits, qui durent de 10 000 à 20 000 ans. Vous voyez, ce sont ces petites ondes qu'on voit et qui sont marquées à la fois dans les océans et dans le CO2. Et ça, ces cycles plus courts, en fait, ils viennent confirmer une théorie ancienne qui est la théorie de Milankovitch. Donc Milankovitch, c'est un chercheur serbe et il a calculé à la main à l'époque, parce qu'il a publié sa théorie en 1941, enfin avec une règle à calcul sûrement. Donc il a calculé quelle était l'influence des astres, quelle était l'influence des autres planètes du système solaire sur l'orbite de la Terre. Parce qu'évidemment, comme toutes ces planètes tournent en même temps, de même que la Lune a une influence sur la marée, les planètes ont une influence sur l'orbite de la Terre. Et donc, il a calculé comment ont changé ces paramètres de l'orbite de la Terre au cours des 400 000 dernières années. Alors, quels sont-ils ces paramètres de l'orbite? Un des paramètres, c'est l'excentricité, c'est-à-dire que l'orbite de la Terre, c'est une ellipse, et cette ellipse est plus ou moins allongée suivant les périodes. Ça varie avec des cycles qui ont entre 413 et 100 000 ans. Un autre cycle, donc ça c'est l'excentricité. Un autre cycle, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à l'axe de l'écliptique. Ça détermine en fait la position des tropiques. C'est parce que la Terre est inclinée qu'on a un tropique nord et un tropique sud. Et donc, cet axe varie avec une période de 41 000 ans. Et le troisième cycle, c'est la précession. La précession, c'est un mouvement de rotation comme ça, vous voyez? Donc ce n'est pas vraiment une rotation, c'est ce qu'on appelle une nutation. Et donc l'axe de la Terre fait ce mouvement. Et il fait ce mouvement en 20 000 ans. C'est-à-dire que tous les 20 000 ans, on revient à la position initiale. Quelle est l'importance de ce mouvement? L'importance de ce mouvement, c'est que si l'axe de la Terre est incliné dans cette position, je suis en été de l'hémisphère nord, dans ce cas-là, si je suis en été de l'hémisphère nord,
Et, je me trouve donc ici, au solstice d'été, plus près de la Terre qu'au solstice d'hiver. D'accord ? Si j'inverse cet axe de rotation de la Terre, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, comme c'était le cas il y a 10 000 ans, il y a 10 000 ans, la Terre était plus près du Soleil pendant l'été. Et aujourd'hui, la Terre elle est plus près du Soleil pendant l'été, notre été. Et aujourd'hui, elle est plus près de la Terre pendant l'hiver. D'accord ? Ça fait qu'on a des étés. Aujourd'hui, on a des étés qui sont moins chauds, et autrefois, il y a 10 000 ans, on avait des étés qui étaient plus chauds. Et c'est l'inverse, évidemment, dans l'hémisphère sud. Donc, nous avons ces trois paramètres de l'orbite de la Terre qui varient, et qui varient avec des cyclicités différentes. L'excentricité, avec des périodes donc de 100 et 400 000 ans. L'obliquité, avec des périodes de l'ordre de 40 000 ans. Et la précession des équinoxes avec une périodicité entre 23 et 19 000 ans. Et ces trois cycles confondus, donc Milankovitch les a calculés, depuis ils ont été recalculés, notamment par André Berger, pour des périodes plus longues, et ces trois cycles vont faire un forçage, donc voilà les trois cycles, la précession, l'obliquité, l'excentricité. Cela va produire un forçage solaire qu'on voit ici, et l'interprétation, c'est que c'est ce forçage solaire qui va provoquer les glaciations. On retrouve bien dans les glaciations ces trois mêmes cycles, 100 000 ans, 40 000 ans, 20 000 ans. Remarquez toutefois que la différence d'excentricité de la Terre, c'est-à-dire le cycle de 100 000 ans, en fait, provoque des différences très faibles sur l'insolation de la Terre. Et on a du mal à comprendre comment la Terre est rentrée en glaciation ou sortie de glaciation sur ce cycle-là, tellement il paraît peu important. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il y a des mécanismes qui relient l'océan et la couche de glace qui s'appelle la cryosphère, qui font qu'ils répondent, ils amplifient ces cycles qui, au départ, ne sont pas très forts en termes d'amplitude. Je vais vous montrer un autre exemple de cela, c'est que pendant ces cycles, donc voilà, nous avons ici un cycle glaciaire-interglaciaire qui est vu dans une carotte de sédiments du Pacifique. Et donc on voit ici le delta O18. Donc vous reconnaissez ici, on est donc l'échelle de temps est en bas, de 0 à 110 000 ans. Et on a ici donc une phase interglaciaire, et là l'autre phase interglaciaire de 120 000 ans. D'accord ? Ce qu'on peut voir, et donc on compare cela avec le deutérium de la carotte de Vostok, qui représente la température de formation de la neige à Vostok. Donc les courbes sont bien en accord. Mais si on compare maintenant avec ces deux autres carottes de glace, celle-là et celle-là, qui sont des carottes de glace du Groenland, on peut voir qu'on a ici des événements extrêmement rapides de réchauffement et de refroidissement, qu'on appelle ça des événements de Dansgaard-Ogier, du nom de leur découvreur, et que ces événements, on les retrouve dans les deux carottes du Groenland. Et si on compare avec une carotte de sédiments cette fois, donc on a en haut une carotte de sédiments, en bas une carotte de sédiments et au milieu trois carottes de glace. Si on compare avec une carotte de sédiments prélevée dans l'Atlantique, prélevé dans l'Atlantique, on voit qu'on a des périodes. Donc, qu'est-ce qu'on va compter ici? On va compter le pourcentage de ce foraminifère qui s'appelle Neogloboquadrina pachyderma, et ça, c'est la forme sinistra. C'est la forme sinistra parce que vous voyez qu'elle s'enroule sur la gauche. Voilà, elle s'enroule sur la gauche, donc c'est la forme sinistra. Et la forme sinistra, plus l'eau est froide, plus il y en a. C'est une forme qui aime beaucoup l'eau froide. Et donc, en comptant le nombre de foraminifères Pachyderma sinistra, on va savoir les variations de température de l'océan. Et on voit qu'on a des phases donc, de température très froide, avec un rythme beaucoup plus rapide que le rythme des insolations, de l'insolation, du changement orbitaux dont je vous parlais avant. C'est des rythmes qui sont beaucoup plus rapides. Et ces événements, en fait, correspondent dans la carotte à des événements qu'on appelle événements de Heinrich, du nom également de leur découvreur.
Et ces événements de Heinrich, comment ils se présentent? Voilà un exemple. Donc, alors, faites bien attention parce que là, donc ça c'est une carotte de sédiment. La carotte de sédiment c'est ça, d'accord? Le sédiment c'est ça. Ce qu'on voit ici en orange, c'est le support en bois sur lequel est mise cette carotte. Hein, et vous avez ici l'échelle en centimètres. D'accord? Et donc la carotte, le sédiment, il est là. Et vous voyez que donc c'est du sédiment, les sédiments profonds, ça a toujours cette tête-là, c'est des argiles très fines avec de la matière organique, donc ça, cette couleur vert sombre, c'est tout à fait classique. Et on voit que tout d'un coup, hop, le sédiment, il devient beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'il a moins de matière organique. On voit qu'il y a des espèces de débris à l'intérieur, hein, et on le voit moins, mais il y a également des grains de sable, beaucoup de grains de sable dans cet événement, dans cette couche. Donc ça, c'est cette couche, c'est ça qu'a découvert Heinrich. Et donc, c'est une couche de sédiments. Mais sauf que pour avoir des grains de sable au milieu de l'océan, ce n'est pas évident. Hein, la question, c'était, mais comment les grains de sable ont pu arriver au milieu de l'océan Atlantique? C'est dans l'Atlantique qu'on en voit beaucoup de ces événements de Heinrich. Et la solution, en fait, proposée par Heinrich, c'est que, en fait, ce sont les icebergs. Ces sables, ils sont arrachés du continent par les glaces quand elles s'écoulent, et puis les glaces arrivent en mer où elles forment des icebergs. Ces icebergs flottent dans l'Atlantique et en fondant, ils vont libérer ces débris de matière solide, ces débris de roches qu'ils libèrent donc et qui vont tomber dans l'océan. Et alors c'est pour ça qu'on appelle ces dépôts, ces débris, on appelle ça des IRD pour Ice Rafted Detritus. Voilà, Ice Rafted Detritus. Et donc on voit ces sables grossiers, donc là vous avez l'échelle, 200 microns, hein, et souvent ces sables sont également teintés par de l'hématite. Ils sont teintés par de l'hématite parce que ce sont des sables qui se sont développés sur le continent et donc qui ont cet oxyde de fer qui les recouvre. C'est tout à fait caractéristique des IRD. Et donc on appelle ces grains de sable hématite stained grain, parce que c'est des grains teintés par l'hématite. D'accord ? Il y a un chercheur, Bond, pas James, mais Gérard. Donc Gérard Bond a eu l'idée de compter les grains de sable colorés par l'hématite à l'intérieur des sédiments des carottes. Donc il a étudié 4 carottes, qui sont alors, donc je ne sais pas si vous vous situez bien, ici on a le Groenland, hein, on est dans l'Atlantique Nord, d'accord ? Il faut voir que ces événements de Heinrich, on en retrouve jusqu'au large de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où il y avait vraiment une production d'iceberg énorme, quelque chose de très très fort. Et donc pour retracer ça, Bond est allé compter le nombre de grains colorés par l'hématite dans ces 4 carottes. Donc voilà, heureusement on voit mieux sur votre écran. Donc voilà les comptages de Bond. Donc, ce sont les 4 carottes, vous avez l'échelle de temps en bas, en milliers d'années. Ça, c'est une image qui est extraite de son article original, c'est pour ça que c'est en noir et blanc, et c'est peut-être pas très visible. Et donc, mais c'était pour vous montrer tout le travail quand même énorme qu'il a fallu pour compter, c'est compter manuellement, hein, enfin visuellement. Et donc, à la fin, il obtient cette courbe ici en bas, donc, qui est le résultat, la moyenne de toutes ces courbes, et il obtient donc un indice de production des icebergs dans l'Atlantique Nord, donc, qui est l'indice du cycle de Bond, et c'est ce qu'on voit ici en bas. Alors, ces cycles de Bond, ils sont également associés à des phases froides, puisqu'on a une très forte production d'icebergs, ça signifie qu'on a des phases froides. Ici, sur cette courbe, on compare donc en gris, nous avons la courbe de Bond, donc on voit bien ces cycles. C'est une cyclicité d'environ 1200 ans. Hein. Donc on voit bien ces cycles de production d'iceberg de l'Atlantique. Et on compare avec la courbe bleue, c'est la température du Groenland, basée sur le deutérium d'une carotte de glace sur le deutérium d'une carotte de glace du Groenland. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a une bonne correspondance, qu'on s'y attendait, entre les variations de la température et les cycles de Bond. Et donc on retrouve ces cycles millénaires pendant, ici, vous regardez, il s'agit des 12 000 dernières années.
alors là, le temps, quand on arrive là maintenant dans cette période de 12 000 ans, ça s'appelle l'Holocène. Et donc, quand je dis 12 000 ans, en fait, il s'agit de 12 000 ans à partir de 1950. On a comme repère temporel l'année de 1950. Pourquoi? C'est parce qu'après 1950, ont commencé les essais nucléaires. Et les essais nucléaires, notamment les essais nucléaires dans l'atmosphère, ont fait varier la quantité de carbone 14 qu'il y a dans l'atmosphère. Et comme ce sont des périodes qui sont datées avec le carbone 14, on a choisi comme référence de considérer l'année 1950 comme zéro. Donc ça veut dire 12 000 ans avant 1950. Et là, ici, je vais comparer, donc je compare à nouveau ces cycles de Bond qu'on voit ici, donc HSG, le pourcentage d'HSG, et je vais comparer maintenant avec une grotte du Pérou. Pourquoi une grotte du Pérou? Parce que dans les grottes, donc se forment, comme vous le savez, des stalagmites, des stalactites et des stalagmites, mais celles qu'on étudie, ce sont les stalagmites, donc qui montent. Et dans ces stalagmites, on va encore étudier l'oxygène 18. Pourquoi on étudie l'oxygène 18? C'est parce que dans la pluie, notamment en l'occurrence en Amérique du Sud, dans la pluie qui a traversé toute l'Amazonie, en fait, au fur et à mesure que la pluie traverse l'Amazonie, l'oxygène 18, qui est l'isotope le plus lourd, précipite plus facilement que l'oxygène 16. Donc la pluie, elle va s'appauvrir en oxygène 18 au fur et à mesure qu'elle traverse l'Amazonie. Quand elle va arriver au Pérou, elle va être très négative. Et plus il va pleuvoir, et plus le delta O18 de la stalagmite va être négatif. Donc le delta O18 de la stalagmite, ça indique les phases pluvieuses en Amazonie, enfin en l'occurrence dans les Andes, à l'ouest de l'Amazonie. Et on peut voir qu'on a une correspondance donc, entre ces phases de delta O18 négative et les phases. Alors, notez bien que l'échelle de Bond, là, l'auteur a inversé l'échelle de Bond, c'est-à-dire que quand on est vers le bas, c'est qu'on est dans des phases plus froides. Et donc, on a des delta O18 qui sont plus négatifs pendant les phases plus froides. Donc, on a une liaison entre ce qui se passe dans l'Atlantique, entre les variations de l'océan Atlantique et les variations des pluies amazoniennes. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi y a-t-il des cycles de Bond? Et pourquoi ces cycles de Bond vont influencer la pluie en Amazonie? Eh bien, l'une des premières raisons, c'est que, comme vous voyez sur cette image que j'ai déjà présentée tout à l'heure, il y a une très grande asymétrie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère sud a beaucoup plus d'océans et l'hémisphère nord a beaucoup plus de continents. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme comme l'océan et le continent ont des capacités caloriques différentes, il va y avoir beaucoup plus d'énergie accumulée dans l'océan de l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Et cette énergie, que va faire l'océan? Alors, bien sûr, une partie, elle repart vers l'atmosphère sous forme de chaleur, mais une partie permet en fait les mouvements océaniques. Et donc, les mouvements océaniques, ils vont redistribuer cette chaleur de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant du transport océanique. Donc, la chaleur qui s'accumule ici, dans le Pacifique, elle part. Donc, en bleu, nous avons ici en bleu les courants de surface et en rouge les courants de fond. Et donc, vous voyez cette chaleur, elle s'accumule ici, elle passe dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique, elle va remonter vers le nord. Elle va remonter dans l'Atlantique nord. Ici, c'est le Gulf Stream qui, comme vous le savez, réchauffe l'Europe. Et l'eau plonge au niveau de l'Islande pour repartir, donc, comme des courants profonds, repartir dans l'autre sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tapis roulant du transport océanique. Et c'est ce qui contrôle le climat dans l'Atlantique Nord. Et en fait, ce sont des variations de ce tapis roulant, des variations cycliques, tous les 1200 ans, qui créent les cycles de Bond. Et ce que les cycles de Bond nous montrent, c'est qu'il y a des variations millénaires du transport océanique. Pourquoi? A priori, on ne voyait pas beaucoup de raisons. Enfin, si, Bond voyait, lui, une raison, c'est que ces cycles de Bond, donc, que j'ai représentés à nouveau ici, cette fois dans le bon sens, on voit qu'ils correspondent à
des réductions de la radiation solaire. Donc ça, c'est une reconstitution de l'activité solaire. Et donc l'activité solaire varie. Vous savez qu'il y a des taches solaires donc, qui sont pendant des phases de forte activité du Soleil. Et donc on voit que pendant ces phases, c'est pendant les phases de faible activité du Soleil qu'on a des périodes froides qui correspondent à des périodes froides du cycle de Bond. Alors, bon, tout ça c'est très logique. Finalement, je suis en train de dire que quand le Soleil chauffe moins la Terre est plus froide. Oui, c'est évident, sauf que ces variations, elles sont infimes. C'est moins 1 watt par mètre. Hein, la Terre reçoit environ 1000 watts par mètre carré. D'accord ? Et donc, c'est une variation qui est d'1 millième seulement de la radiation solaire. Pour vous donner un exemple, la variation entre l'été et l'hiver ici à Paris, c'est dans la tranche de 60 watts par mètre carré. Donc 1 watt par mètre carré, c'est très peu. Et on n'arrive pas, on n'est pas arrivé à faire un modèle pour expliquer comment une aussi faible variation de la radiation solaire peut provoquer ces changements dans la circulation de l'Atlantique. Mais, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelque chose, là encore, qui va amplifier. Il nous faut quelque chose qui va amplifier ce changement d'insolation pour provoquer les différences climatiques qu'on observe. Et qu'est-ce qui va modifier? Alors là, je vous donne un exemple d'une courbe. Donc, c'est la température de surface du Pacifique central. Et en fait, cette courbe est issue d'un modèle. Donc, c'est le modèle climatique de l'IPSL. Et c'est une courbe qui correspond à la période pré-industrielle, c'est-à-dire avant l'augmentation du CO2 anthropique. Et c'est une courbe dans laquelle il n'y a aucun changement de l'insolation, de la radiation solaire. La radiation solaire, elle reste constante, l'insolation également. C'est-à-dire que tous les ans, on répète tous les ans exactement le même climat, le même mouvement du Soleil, tous les ans, et ce pendant 1000 ans. D'accord? Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le modèle, lui, il a une cyclicité qui lui est propre. On ne force absolument rien, on ne fait rien, on donne juste la cyclicité saisonnière. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, des étés, des hivers qui sont tout le temps les mêmes. Mais la réponse à cela, la réponse du modèle, ici en l'occurrence dans les températures de surface du Pacifique central, on voit très bien qu'il y a plusieurs cyclicités qui se superposent dans ce modèle, donc qui sont naturelles, qui sont intrinsèques au modèle, et on peut même voir qu'on a presque une cyclicité d'ordre millénaire. Donc probablement ce qui se passe, c'est que les cycles climatiques, en fait, ils sont intrinsèques à la machine climatique. C'est justement parce qu'on a des échanges entre l'atmosphère, l'océan, des rééquilibrages de la quantité d'énergie qui est répartie différemment à travers le globe, c'est ça qui provoque des cycles. Et ce que fait, si ces cycles suivent aussi les cycles solaires, c'est parce que c'est un peu comme, vous savez, les pendules d'autrefois, où on a les poids, c'est le poids qui fait tourner les aiguilles, mais en fait c'est le balancier qui, lui, va rythmer les secondes. Mais c'est exactement pareil, en fait. La variation de la radiation du Soleil donne le rythme, mais en fait, le principal moteur, c'est ces relations entre l'océan et l'atmosphère. Et bon, et dans tout ça, les précipitations d'Amazonie, au fait, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec ça? Mais elles ont à voir avec ça, c'est à cause d'une structure très particulière qui s'appelle la zone de convergence intertropicale. La zone de convergence intertropicale, c'est la zone où convergent, comme vous voyez ici sur cette photo, les alizés. Les alizés du nord et les alizés du sud convergent dans cette zone. Il y a une énorme ascension de l'air à cet endroit-là. Cette ascension donc provoque des nuages et des pluies, donc c'est une zone de précipitation extrêmement forte. Et c'est aussi la zone qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud du point de vue de la dynamique de l'atmosphère. Je vais vous montrer cela mieux sur cette image. Donc voilà ce qui se passe. Donc maintenant on voit l'atmosphère dans une coupe.
qui va du pôle Nord au pôle Sud. Et donc, on voit qu'il y a des cellules de circulation dans cette atmosphère. Et on voit ici cette grande cellule de circulation qui s'appelle la cellule de Hadley, qui est à l'équateur, et donc dans laquelle, ici, voilà, on a la zone de convergence intertropicale qui sépare la circulation de l'hémisphère nord de la circulation de l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a plus de continent sur l'hémisphère nord a tendance à être un peu plus chaud que l'hémisphère sud, donc il reçoit plus d'énergie, l'atmosphère reçoit plus d'énergie que l'hémisphère sud. Et pour cette raison, la zone de convergence intertropicale, elle est située un peu plus au nord que l'équateur. En fait, plus l'hémisphère nord va recevoir de l'énergie, plus l'hémisphère nord va être chaud, et plus la zone de convergence intertropicale va se retrouver au nord. Alors que se passe-t-il pendant un événement du cycle de Bond, un événement froid du cycle de Bond? La zone de convergence intertropicale, elle se retrouve plus au sud, et ça provoque davantage de précipitations dans le nord du Pérou. Donc c'est ça, puisque la zone de convergence intertropicale contrôle, ici vous voyez, les précipitations dans cette région du nord du Pérou. Si l'Atlantique nord est froid, cette zone de convergence intertropicale va se trouver plus au sud et donc provoquer des précipitations sur le Pérou. Et c'est ça qu'on voyait donc dans la grotte de Chatuca au Pérou. Donc voilà, donc le message, c'est que le système climatique est contrôlé par des interactions entre l'atmosphère, l'océan et la cryosphère, donc, qui est la couche des glaces. Et comme chacun de ces compartiments a son propre rythme de variation, c'est leur interaction qui va provoquer, en fait, va amplifier les cycles climatiques. Et pour terminer, je vous montre ce dernier schéma, donc, alors, avec nos fameux cycles de Bond. Hein, on voit donc toujours pareil, on a l'échelle de temps. Je m'excuse que de temps en temps, l'échelle de temps, le zéro est à gauche, de temps en temps, le zéro est à droite, mais ça, je n'y peux rien. Ce sont les scientifiques qui ne se sont pas mis d'accord sur une façon homogène de présenter ça. Donc là, maintenant, le zéro, l'actuel, est à gauche, et ici, on est à 11 000 ans. Donc voilà les cycles, les fameux cycles et le pourcentage de grains de quartz teintés par l'hématite. Et ici, en bleu, on a la concentration de CO2 de l'atmosphère. Et donc vous voyez qu'effectivement, on a une petite variation ici au début de l'Holocène, donc cette quantité de CO2 dans l'atmosphère, puis qu'elle augmente à la fin de l'Holocène. Et si vous voyez ici les courbes en vert et en rouge, ça c'est l'augmentation de CO2 due aux émissions anthropiques, due donc à la consommation des combustibles fossiles. Vous voyez qu'on est là dans une zone qui est sans commune mesure avec la fluctuation naturelle qu'on avait du CO2 dans les 12 000 dernières années. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va passer d'un climat contrôlé par les cycles naturels glaciaires à un climat qui va être de plus en plus complètement contrôlé, en fait, par le CO2 et par l'effet de serre. Voilà, je vous remercie. Bon, moi, je ne suis pas du tout scientifique, hein. Je vais peut-être être anachronique, mais les volcans, ils sont apparus quand? Ah, mais dès le début... Est-ce qu'ils ont quand même une action, enfin, est-ce que ça joue quand même sur... mais oui, bien sûr. Toutes les interactions? Oui, bien sûr, les volcans jouent énormément. Depuis la formation de la Terre, on pense que le volcan, un des volcans le plus ancien, il est daté, je pense, de 1,5 milliard d'années. Mais en fait, il y avait certainement des volcans avant, mais on ne les retrouve plus, parce qu'ils ont été ensevelis sous des montagnes ou fondus dans l'intérieur du manteau, etc. Mais les volcans, c'est très important, et surtout, enfin, du point de vue du climat, il y a deux importances dans le volcan du point de vue du climat. D'une part, c'est parce qu'il libère du CO2, hein, donc qui est un gaz à effet de serre, et donc il y a eu des périodes du passé où on sait qu'il y a eu énormément de volcanisme, et donc où les teneurs en CO2 de l'atmosphère étaient très élevées. Et le deuxième rôle des volcans, c'est qu'ils notamment les volcans tropicaux, donc dans les glaciers des Andes ou d'Indonésie, donc ils envoient des poussières dans l'atmosphère, et donc si ces poussières, ils peuvent les envoyer assez hautes, hein, et donc ils forment une ceinture de poussière
au niveau des tropiques quand ce sont des volcans tropicaux, et ça affaiblit la radiation solaire, et là ça provoque aussi des changements climatiques. Oui, je voulais poser une question sur l'acidification des océans. Qu'est-ce que savoir? Quel est le processus qui fait que le changement climatique provoque, je ne sais pas, l'acidification des océans? C'est parce que le carbone qui est dans les océans, il est sous trois formes. Enfin, pardon, le carbone minéral. Bien sûr, il y a tout le carbone qui est associé à la matière organique, mais là, on ne parle pas de ça. On parle du carbone minéral. Donc, le carbone minéral qui est dans les océans, dans l'eau de mer, il est sous la forme de CO2 dissous, donc c'est un gaz dissous dans l'eau de mer, sous la forme de carbonate, CO3, et de bicarbonate, HCO3. Donc, on a ces trois formes de carbone qui sont dans l'océan. Et en fait, si avec l'émission de carbone de combustibles fossiles, ce carbone de combustibles fossiles va augmenter le CO2 qui est dans l'atmosphère, ce CO2 qui est dans l'atmosphère va passer dans l'eau de mer, et en passant dans l'eau de mer, il va donc augmenter la quantité de carbone gazeux par rapport aux autres. D'accord ? Et en faisant cela, donc pour compenser cela, ça provoque un abaissement du pH. D'accord ? Parce que à cause de la présence du bicarbonate, HCO3. D'accord ? Si on augmente le CO2, on va diminuer ce HCO3, et ça va causer une diminution du pH. Sinon, je pense qu'on peut applaudir à nouveau Bruno Turc pour son intervention. Merci beaucoup.